Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets avec un acteur super impliqué sur le territoire depuis des années. Je suis très content de le recevoir aujourd'hui. Ça a été un peu dernière minute, mais voilà, les choses se sont bien faites. On reçoit Franck Fazian. On va parler de recyclage, on va parler d'insertion sociale, on va parler de respect de l'environnement, de comment faire en sorte que tout ce qu'on a autour de nous puisse être réutilisé et créer de l'activité et nous permettre à tous d'évoluer. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Bonjour Franck. Ouais, bonjour, salut à tout le monde. Ravi d'être là aussi. Bon, excellent. Ouais. Je te laisse te présenter rapidement sur tes différentes casquettes. Donc Franck Fazian, concepteur de l'activité Casabroc, Casa Recycle en 2006. Voilà, depuis 1998, l'accompagnement de public en très grande difficulté dans d'autres associations à carénage, visiteurs de prison. Voilà. Mon kiff, c'est combattre tout simplement l'injustice. Mais ça, c'est un truc, je pourrais faire des trucs hallucinants, déplacer des montagnes pour l'injustice. Je déteste l'injustice. À l'âge de 23 ans, il y a eu Hugo, j'étais chercher tous mes potes windsurfers, surfeurs qui étaient un peu décriés, des drogués, machin, traités de drogués et compagnie. J'ai dit, les gars, je vais voir mon ancien boss, on récupère un camion, des pioches, des tôles, et on essaie d'aller sauver les gens dans les grands fonds derrière qui n'ont pas d'assistance. Et les gars, on était une dizaine. Et on a fait cette première action sociale à l'époque à 5h du matin. Les gars, rendez-vous à la maison chez mes parents à Du-Rivage. Ils étaient tous là. J'ai été voir mon boss. Il m'a prêté un camion, des habits, tout ça. On a été voir la mairie à l'époque d'avoir une autorisation d'aller sur le tarmac à l'aéroport, récupérer les trucs qui arrivaient du Canada, des États-Unis, les aides alimentaires ou matérielles. On était surtout sur tout ce qui était matériel. Et on a sauvé des familles qui avaient perdu leur toit, qui avaient... Voilà, quoi. Wow. Ouais. Ça, c'était ma première action. Non, c'est pas ma première action. La première, j'avais 6-7 ans. Okay. Et des gens balançaient sous des maisons. Il y avait une école à côté, les anciennes cases qui étaient surélevées de pylônes et en bois. Ouais. Et ils balançaient des hameçons avec des appâts pour attraper les petits chiots, tu vois, qui se prenaient dans ça. C'était horrible. Mais pourquoi ils faisaient ça ? Par méchanceté, tout simplement. Putain, vraiment, t'as des gens... frapper un peu. Et nous, on avait organisé avec mes frères et sœurs une équipe de sauvetage. Ah ouais? Ouais, donc on allait sauver les petits chiens, retirer les hameçons et les soigner. Et voilà, quoi, j'avais 8 ans. Donc tout ce qui est injustice, non, j'accepte pas, quoi. Quelle que soit la forme de l'injustice, je n'accepte pas. Voilà. Donc c'est ça qui t'a amené à créer Casabroc, parce qu'en fait, tu fais deux choses en même temps, c'est-à-dire que tu permets à des jeunes de se intégrer, et en même temps, tu valorises les déchets. Alors voilà, ça c'est un peu mon concept, parce qu'à la base, je suis mécanicien de métier. D'accord. Voilà, j'étais pour le CAP mécanique, BEP, première construction mécanique. Je voulais être ingénieur en construction mécanique. Du coup, j'ai largué tout ce qui était études. C'était pas mon kiff, et j'ai commencé à travailler chez les pompiers, avec mon père qui à l'époque était chez les pompiers. J'ai monté mon garage après, donc j'ai plutôt un cerveau qui fonctionne en 3D. Tout ce qui est construction, tout ce qui est Michel Morin, voir un peu le truc dans l'ensemble et trouver une solution comme si c'était un système d'engrenage. D'accord. Et qu'il manquait un pignon, mais on cherche ce pignon-là, on le met là et ça va fonctionner. Ouais. En fait, ce que j'ai compris en 20 ans dans ma vie, quoi, c'est qu'un problème n'est jamais seul. Un problème, il est accompagné de plusieurs autres difficultés. Ouais. Et en fait, la réponse, c'est de rassembler tous ces problèmes et de trouver les solutions dans les différents problèmes. Et non pas de créer encore une solution pour un problème. À côté, il y en a un autre qui va tout foirer. Donc, en fait, c'est d'aller étudier un petit peu, il y a le problème du déchet, trop de consommation,
l'exclusion, la pauvreté. Comment ça se fait que dans une terre, dans un lieu, il y a autant de consommation, autant de gaspillage, et qu'à côté, tu as des gens qui sont dans une extrême pauvreté? Eh ben, c'est de prendre ce surplus de gaspillage, de le récupérer et d'en faire, d'aider ces personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Et du coup, j'ai commencé en 98 où mon ex-belle-mère logeait, elle donné un terrain et dessus, elle avait construit des ajoupas, des petites cases et permettait aux gens dans la rue SDF d'avoir un lieu, un toit sur la tête. Et comme on n'avait rien dedans, eh ben, on récupérait des trucs un peu à gauche, à droite, des armoires, des lits que les gens nous donnaient. D'accord. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. En 2004, j'ai rencontré l'abbé Pierre pour l'inauguration des Maïs Guadeloupe. Je suis resté à discuter pendant 1 heure ou 2 au Rézé, comme par hasard. D'accord. Et en 2007, j'ai créé Casabroc. C'est exactement l'Emmaüs, style Emmaüs, de récupérer des dons un peu partout et en récupérant cette matière-là, de créer de l'emploi dans le domaine du déchet. Tu vois, en fait, j'ai créé une structure où on récupérait des trucs. Ouais. Avec ces trucs-là, on les revendait à des personnes en difficulté ou on les donnait à ces personnes en difficulté. Et j'ai créé justement, c'est comme si les gars me disaient, on dit, rôtez-moi dans la rue là, mais je te retire de la rue avec quoi? Je ne suis pas millionnaire, je ne peux pas te donner du fric, je ne peux pas inventer. Donc on a créé une structure. Mon problème n'était pas tant l'environnement au départ, c'était de merde, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font dans la rue, il faut que je les aide, quoi. Il faut que je trouve un truc pour eux. Et donc on a créé Casabroc, Casa Recycle, pour créer des chantiers d'insertion, des ateliers de réparation et de valorisation de 10 déchets. Donc, à la réalité, il faut qu'on arrête de dire déchets, c'est des ressources. Ouais. Et avec ces ressources-là, on a commencé à faire entrer un peu de thunes. Ça nous a permis de faire fonctionner l'association, embaucher ces gars-là et les retirer de la rue. Et en plus, comme c'était à foison, que ce soit le bois, l'électroménager et tout, on avait la possibilité de les former et que aussi le gars, moi, je suis un peu comme... C'est un bilan de compétences pratiques. C'est-à-dire que c'est en palpant la matière que le gars, il va trouver un peu ce qui lui parle plus. Et c'est ce que j'arrête pas de dire à mes gars et que j'ai découvert dans ma vie, c'est que le don qu'on a en nous, il est là, il est intrinsèque, mais ça ne sera pas toi qui iras le chercher. Tu ne peux pas toi aller le découvrir. C'est la rencontre avec quelqu'un d'autre dans un milieu, dans une situation donnée, qui va te faire découvrir le truc. Et de coup, tu vas développer la chose, mais toujours en étant quelqu'un d'autre qui fait miroir, qui te permet de le découvrir. Jamais seul. Ouais. Et donc, et ça, je pense que c'est une question d'humilité, c'est qu'après, tu ne te prennes pas pour Dieu le Père, d'être humble quelque part. Et donc, je me suis rendu compte en faisant au gars toucher dans l'atelier, le bois, j'étais en train de réparer un truc sur le toit, je regarde un gars en bas, et je le voyais en train de poncer, mais caresser le bois. Je me dis, celui-là, il a trouvé sa matière. Okay. Et à partir de cette matière-là, tu développes une formation pour aller plus loin, parce qu'ils sont tellement détruits par déception. Je me rappelle un jour, on était à la communauté à Carénage, là où ils dormaient tous, et on fête l'anniversaire d'un des gars. Il y en a un qui arrive, mais qui pète un câble, qui veut tout détruire, machin. On le calme, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait depuis l'âge de 9 ans, j'ai jamais fêté mon anniversaire parce que j'ai plus de parents. Je suis dans la rue. Quand le gars a dit ça, on s'est dit, ah, ok. Donc, en fait, ça l'a fait, mais exploser. Donc, tu as des situations de vie, mais catastrophiques. Et donc, pendant que tu travailles les matières, tu fais entrer de l'argent, les gars travaillent sur eux-mêmes, ils se voient entre eux, ils découvrent des métiers, ils se trouvent un moment, je dis, bon, les gars, on va construire Casabroc, on va construire un bâtiment avec de la récup. Que j'étais allé faire une vente aux enchères. On a récupéré des racks, tu sais, pour mettre les palettisations. J'avais pas les moyens à l'époque. Quand en 2007, tu parles de faire une association pour récupérer des vêtements pour les redonner à d'autres personnes. On est dans une petite communauté. Je dis, mais il est fou, lui. Il a un problème, ça va jamais marcher. Je veux pas porter la chemise de quelqu'un d'autre. J'ai ma fierté, quoi. Tu vois, on est assez fiers comme peuple, et c'est tout à fait normal. Donc, du coup, on a construit le bâtiment avec ces matières-là, mais j'avais pas de plan. J'ai dit, mais Franck, on va faire comment? Les gars, vous me faites confiance? On construit. Et ils ont vu le truc en train de se construire, prendre forme. Quand ils ont compris un peu le système, parce que quand tu pars d'une création avec un autre objet, c'est tout à fait de la création. Tu vas pas acheter un IPN, des tôles, ça déjà. Oui, il faut que tu sois créatif. C'est fait pour ça. Donc là, tu vas prendre les faire, tu vas les faire travailler autrement, chasser fort là-dedans. Et le soir, ils s'asseyaient, ils prenaient leur petit pet, parce que moi, je ne suis pas tellement contre ça. C'est pas ça qu'il faut attaquer, l'addiction. Il faut attaquer le fait qu'ils soient
se retrouvent dans cette situation-là. Et un jour, un des jeunes m'a dit, mais heureusement que j'ai mon ZEB. Hein. Si je n'avais pas mon ZEB, je suis plus conscient de la pauvreté et dans l'exclusion dans laquelle je sais, je serais extrêmement violent, j'aurais envie de tout péter. Donc en fait, certains, ça les calmait, quoi. Tu vois, ça les contenait un petit peu. Et donc c'est là où j'ai compris, c'est pas ça que je dois attaquer. Vous n'avez pas le droit de fumer. Non, on va travailler justement sur le fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Le fait que si on va faire une activité sportive, avant on va parler après de la voile traditionnelle, j'avais créé un club de football parce que les mecs, ils avaient du mal, en 98 jusqu'à 2007, ils avaient du mal à savoir ce que c'était l'esprit d'équipe. Tu ne peux pas avoir l'esprit d'équipe alors que tu vis en ghetto youth seul et Survie, quoi. en survie, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais. Donc lui faire entrer la faculté de l'équipe ensemble, on peut gagner. Ben, je suis passé pas par l'entreprise, je suis passé d'abord par l'équipe de football. J'ai dit, bon, ils ne comprennent pas, eh ben, on va jouer au foot. Au football, sur le terrain, ils étaient d'accord que quand le coach les faisait sortir, ils acceptaient. Quand le coach se dit, tu vas être en attaque, toi, tu vas être en défense, toi, tu vas aller faire un coup de gardien, tu acceptes. Quand il te fait sortir, tu sors. L'attaquant, c'est un super gars rapide, il se fait à l'avant, lui, on ne peut pas le faire sortir, vous acceptez. Pourquoi dans l'entreprise, qu'on va te mettre à un poste ou un autre et celui-là au-dessus de toi, tu n'acceptes pas? Et quand on vous dit, on gagne ensemble. Et c'est par le biais du football que j'ai fait comprendre ce que c'était un esprit d'équipe dans une entreprise. Quand on dépotait des conteneurs, parce que c'était ce qu'on avait comme activité, on allait à la Jarry, on vidait les conteneurs pour les entreprises. Des fois, ils étaient 2, 6, 12, selon la matière, aluminium ou quoi que ce soit, quelle que soit la matière, pour plein d'entreprises. Eh ben, les mecs, ils avaient une force de frappe grâce à ça. Les chefs d'entreprise appelaient entre eux, vous dites, mais attendez, ça s'appelait ça Jarico Service à l'époque. Mais putain, l'équipe de Jarico sont passés, les gars, ils ont plié le conteneur en 2 heures, alors que les mecs prennent des fois 11 heures à le plier. Ça faisait le tour de Jarry, quoi, tu vois. Donc, voilà, tu vois, donc j'ai commencé par ça, l'esprit d'équipe, tout ça. Après, on est passé à notre niveau en 2007, voilà. Et alors, ah ouais, d'accord, ça c'était avant même que ça s'appelle Casabroc, et Ouais. c'était de l'insertion pure et dure. Voilà, j'ai commencé tout ça en 98. Et aujourd'hui, pour que les gens se rendent un peu compte là, de ce que ça représente, ton association, maintenant t'as quelques chiffres qui pour voir grosso modo, Alors, chiffre, quand tu parles monétaire ou au niveau chiffre de personnes? soit nombre de personnes, Ouais. les tonnages que tu gères, ou monétaire aussi. Alors, Casabroc, on a commencé, Casabroc en 2007, j'avais 2 personnes, un employé et un jeune en difficulté qui arrivait que Samuelson Paul m'avait mis en contact avec moi. Et c'était un petit gars qui avait 14 ans. Sa seule expression, c'était il crachait. Il parlait pas. Parlez pas. Et il était vraiment en difficulté. Il est venu dans la structure. Au début, il a commencé à travailler un peu avec nous. Alors, il y a un petit problème psychiatrique. À l'époque, ils ont aussi créé l'équipe mobile de psychiatrie. Donc, tu avais un psychiatre il était entouré d'une équipe et ils allaient chez les personnes en difficulté de psychiatrie. Ils ne restaient pas qu'au niveau du CHU, mais ils allaient vers les gens pour les soigner et pour les voir dans leur situation. Ils étaient venus en renfort pour m'aider un peu à mieux comprendre la situation du gars du jeune, mais c'était vraiment une expérimentation. Au début, il rentrait à Saint-Vincent de Paul. Après un jour, Saint-Vincent de Paul m'appelle et me dit « Mais Franck, je comprends pas, on le voit pas le gars. Il vient pas, il vient plus. » Et Mario, qui était un de mes premiers employés, me dit « Mais regarde, il dort sur le poste électrique là. » C'était là on est à l'ancien aéroport du Rézé. On a découvert qu'il ne voulait plus quitter le lieu. Ensuite, dans un conteneur, on l'a installé. On a fait une petite chambre pour lui, mais avec lui. On va dire, il a appris à souder, machin. Au début, on lui a mis un lit. Et comme il avait un problème mental, il disait, mais Franck, je vois des trucs, des délires, machin. Je lui ai dit, écoute, Olivier, il y a 200 lits de la prison qu'on avait récupérés. Si celui-là, ça va pas, il bouge, prends un autre. Donc, à chaque fois que le truc changeait, il en prenait un autre. Après, on lui a mis au micro-ondes. Il sortait le micro-ondes, il prenait au jet d'eau, il nettoyait à l'intérieur, machin. Il était mort, le truc. Après, il mettait n'importe quoi dedans.
Donc, on voyait un peu son côté connecté à la réalité, déconnecté avec la réalité. Et par le lieu de vie, au niveau psychiatrie, on a vu évoluer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il arrivait à utiliser. Le lit, il a pu changer. Le micro-ondes, il a commencé à l'utiliser correctement. On s'est dit, tiens, on va passer à la gazinière avec la butane. On va dire, là, je pense que ça va aller. Là, il ne va pas mettre le feu. Il a géré. Et petit à petit, Il s'est fait sa case. il a avancé. Il m'a aidé à construire la structure en soudure. Il est devenu expert en soudure au bout d'un moment. Et à la fin des 6 ans où il a été avec nous, les dernières fois, il allait dans les salons. Il expliquait, à la base, il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas devant qui que ce soit. Il expliquait ce que c'était la structure, avec des flyers, des spirituels et des flyers. Tu imagines l'évolution? Et on s'est rendu compte que dans un espace de locatif, le lieu, on peut observer la progression mentale de la personne, la prise de conscience dans la vie de tous les jours et son évolution entre l'interaction avec la matière et l'interaction avec l'humain. Et ça a été un truc, ça a été ma première histoire dans Casablanca. Et après, on est passé à 10 salariés, ensuite 30. Après, il y a eu des crises, les emplois aidés qui ont disparu, donc ça a fait changer la structure. On a perdu 75% de notre masse salariale à cause des emplois, puisque quand il y a le nouveau président là, qu'on a actuellement, il a annulé tout ce qui était emploi aidé. Il a annulé. Donc, tous les emplois d'avenir, tout ça a disparu. 2016 à peu près, enfin l'élection de Macron, il a stoppé justement tous les emplois aidés. Il a dit, bon, c'est bon. Et donc, du coup, on a perdu 75% de notre masse salariale. Donc, on a dû diminuer un peu l'activité. On s'est retrouvé à 2, 3, 4 points. Ah ouais. Ouais. Ensuite, derrière, tu as eu le Covid en 2020. Donc, là, ça nous a... Mais en fait, il y a beaucoup d'associations qui ont disparu parce qu'ils ont fait des chômages techniques, tous ces trucs-là. Mais nous, comme on avait diminué sur notre masse salariale, on ne s'est pas retrouvé en difficulté derrière. C'est-à-dire, on a mis tout le monde au chômage. On a payé, nous, avec les réserves financières on s'était mis de côté pour pouvoir passer le cap. Et donc, on a passé le cap comme beaucoup d'associations sont tombées, quoi. Entre-temps, en 2014, on s'est fait un redressement judiciaire à ma demande. Pour pouvoir, parce que toutes les années, on avait eu du mal à payer nos charges sociales. On s'est fait un redressement. Il y a même pas un an, on est sorti du redressement. On a fait un toilettage de tout. Donc, on s'est retrouvé, on a payé nos arriérés. On est à jour de nos charges sociales. C'est pour ça qu'on peut répondre à pas mal d'appels d'offres. D'accord. Voilà, parce qu'une association qui n'est pas à jour de leur charges sociales, ou même une entreprise, Tu peux pas répondre. déjà, tu ne peux pas répondre aux appels d'offres. Tu ne peux pas obtenir d'emploi aidé parce que tu n'es pas à jour de tes charges sociales. Tout se bloque. Et c'est le dépôt de bilan. Et puis du coup, mais c'est vrai, j'avais vu passer des alertes, je pense que c'était en 2019, où vous aviez levé un drapeau en mode, justement, sans doute après les coupes ou quoi, où vous avez eu des difficultés. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait qu'une asso qui est aussi implantée, connue, etc., peut avoir des difficultés? C'est là où, au niveau politique, je suis un peu fâché avec les politiques parce qu'ils savent, sur le maillage des associations Guadeloupe ou autres, qui vraiment fait le job. D'accord? Parce qu'il y a des associations, entre guillemets, écrans, parce que c'est un peu politisé. C'est, des gens utilisent un peu la pauvreté pour se faire une vie, se faire un emploi. Et ça, c'est pas cool. Mais bon, il faut de tout comme faire le monde. De toute façon, on peut rien empêcher. Et donc, du coup, toutes les associations ou les systèmes qui fonctionnent, il faut les soutenir. Et en fin de compte, non. Donc, en fait, les associations, tu as tout ça. Tu as ça. Tu as l'État qui change de braquet tout le temps sur les aides financières portées aux associations. Par exemple, les charges, les emplois aidés, ça passait... Quand il y a eu le LKP en 2009, les emplois aidés étaient à 26% ou 25% d'aide d'État. Après ça, c'est passé à... Quand il y a eu le LKP, ils ont demandé que ça passe à 30. Donc, ils sont montés à 30 de prise en charge. 30 heures de prise en charge, alors c'était 26 heures à 75%, et quand on a un chantier d'insertion, c'est 105% d'aide d'État pour payer les salaires et les charges, le fonctionnement, un petit peu de fonctionnement. C'est passé à 30 heures, le LKP a demandé que ça remonte à 30 heures. Quand le LKP était fini, 6 mois après, ils sont repassés. Ça a duré un an. Un an après, c'est repassé à 6 heures. Toi, tu as un gars en chantier d'insertion. Tu dis que tu touches 800 et quelques euros. Tu montes à 1000 et quelques euros.
et que un an après, on te dit, ben, il faut que tu redescendes à tes 800 ou 600 euros. Et le mec a avancé au niveau expérience professionnelle et formation et tout ça. Tu ne peux pas faire régresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les associations ont pris la différence à leur compte, sur leur denier personnel. Ah ben, ça a foutu plein d'associations à terre. C'était soit tu le licenciais, mais tu as de l'activité, soit tu essaies de tenir la truc, et c'est ce qu'on nous on a fait. Donc ça, c'est pas normal. Donc il n'y a pas de concertation, il n'y a pas... Regarde, la recherche, ils sont exonérés de charges pendant 5 ans, le temps de recherche. Pourquoi les associations ne sont pas exonérées de charges? Les contrats d'insertion, c'est 24 mois. Pendant 24 mois, on parlera de ça après, on aurait pu exonérer de charges l'association. Tous les deniers qui rentrent, à condition qu'ils réinvestissent dans l'accompagnement social et le développement et la pérennisation de l'action, ils te versent une somme pour t'aider. Derrière, ils te récupèrent cette somme dans les charges sociales. Donc, en fin de compte, l'association est tout le temps en train de courir derrière l'équilibre financier, alors qu'elle est, en train de faire un travail régalien, c'est-à-dire de paix sociale, et de réinsertion, de réappropriation d'une certaine frange de la population qui est loin de l'employabilité et loin du savoir-vivre en société. C'est le job de qui? Normalement, ces personnes-là, entre guillemets, comme je le disais à une époque, c'est du recyclage humain, puisqu'en fin de compte, tu te retrouves avec des personnes qui sont incapables de vivre dans le milieu dans lequel on est. Eh ben, il faut une partie d'accompagnement. Dans les chantiers d'insertion avec ces publics en difficulté, c'est 70% d'accompagnement et 30% de productivité au niveau de l'association. L'association, elle doit produire, elle doit créer, elle doit, tu vois, on s'en sort difficilement avec ça. Et pourtant, tu fais des... Alors, il y a l'aspect insertion, mais aussi, du coup, vu que tu l'as axé sur du recyclage, de la remise en service, il y a quand même une activité, il y a quand même des profits qui sont générés un petit peu. Ah oui, bien sûr. Oui. Maintenant, la remise en service, la revente. C'est ça. Alors, le problème, c'est que faire du recyclage, la chose qui marche le mieux, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'associations le faire, c'est le textile. Le textile, tu n'as pas d'intervention ou d'obsolescence programmée. Tu n'as pas de fluctuation courant, basse et haute montée de courant, haute tension qui crame le circuit électronique. Et tu n'as pas l'humidité, tu n'as pas la corrosion. Il y a la corrosion, l'humidité, tu as des bestioles qui rentrent dans les circuits imprimés et qui bousillent la machine. Donc la durée de vie de la machine est quelque part assez courte, tu vois. Parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte en Guadeloupe, ça fait 20 ans que je fais du recyclage de détoiseurs. C'est les modèles qui ont 60 ans, 50 ans, Moulinex, qui tiennent le coup. C'est ceux-là qui... Ah oui, quand on faisait des collectes, les gens se débarrassaient de leurs vieilles machines, leurs vieux Moulinex laissés par mamie. Ils nous balançaient ça. À la revente, c'est ce qui partait des fois le mieux et qui ne revenait pas. Et les gens étaient super contents. C'est ce qui tenait le coup dans le temps. Il a déjà prouvé qu'il a déjà fait 30 ans le truc. Il peut encore en faire 30 ans. Tu vois que les nouveaux appareils... Les nouveaux, mais non, c'est du jetable. Tout était jetable. Donc, quand tu rentres là-dedans, laisse tomber. Et toi, qui justement, tu as des gars qui démontent ces appareils, qui les regardent, qui les ouvrent, machin. Est-ce que tu vois des trucs un peu, tu sais, vraiment vicieux là, qui vous empêchent de réparer? Parce qu'il y a des pièces, des fois, maintenant, qui sont plus accessibles ou des choses comme ça. Alors, le truc qui empêche justement le 2 pour 1, c'est-à-dire la réparation, qui freine un peu la réparation de l'électronique, c'est du petit électroménager et gros électroménager, c'est l'électronique, c'est les cartes électroniques. Ah ouais. C'est ce qui coûte cher et c'est ce qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire que... Et ensuite, tu as aussi les pannes monotypes, mais non monotypiques. C'est-à-dire que tu as une série de pannes, c'est toujours la même pièce qui va tomber en panne, alors que l'appareil n'a absolument rien. Ça va être, je sais pas moi, sur des robots, un pignon qui a été mal fait, pas assez solide, qui va foirer. Tu sais que ça, c'est de l'obsolescence programmée. C'est ça. Donc, du coup, tu as ça, plus l'obsolescence encore programmée, mais qui se rajoute aux conditions inadaptées d'un produit qui sort de la métropole dans une condition météorologique différente, qui arrive dans un pays chaud et humide. Ça ne tient pas. Donc, il y a certaines pièces qui sont tropicalisées, c'est-à-dire qu'ils mettent un enduit siliconé sur la partie électronique
pour éviter qu'il y ait des contaminations ou comment dirais-je, voilà, que ça. Mais même s'ils sont tropicalisés, on a un autre souci, c'est le courant qui n'est pas stable. Le courant continu qui n'est pas stable, qui flingue des des appareils. hautes tensions, basses tensions ou des coupures très, très répétées. Ça te flingue un appareil. Ouais. Donc, du coup, tu as ça. Le problème du calcaire au niveau de l'eau qui est de pas de bonne qualité. Attends, mais arrête pas, quoi. Donc, du coup, ça a été une des franges comment dirais-je, nécessaires pour les gens. Parce que des personnes en difficulté n'ont pas de frigo, une machine à laver ou un micro-ondes. C'est la vie impossible, hein, ou une gazière, encore ça, c'est ce qui tenait le mieux. Ah ben, c'est des problématiques importantes. Et comment tu t'inscris par rapport maintenant, tu sais, il y a beaucoup d'éco-organismes qui sont sur ces filières, sur les filières responsabilité élargie du producteur. Par exemple, il y a Écologique sur les appareils dont tu parles, les 3E, etc. Oui. Est-ce que vous bossez avec eux? Ah oui, à fond. Nous, on est point de collecte depuis 10 ans, écologique, c'est-à-dire qu'on a le droit de collecter de la matière, réutiliser la matière et le reste part au niveau du traitement, donc au niveau AER. de AER, part en traitement pour en fait devenir de la matière par la suite, repartir en métropole. Donc on travaille avec AER et Codec, des fois avec SNR, mais plutôt avec AER. Donc on est point de collecte. On a 4 bacs qui sont mis à disposition à Casa Recycle. Dès qu'un élément ne fonctionne plus, on garde un stock de pièces et le reste repart en... Donc on est dans la filière de traitement. Là, on est en train de rentrer dans Éco-Maison. C'est une nouvelle filière qui est en train de se mettre en place sur tout ce qui concerne la maison. Le bois, plastique, tout ce qui est meubles, toutes ces choses-là, les jouets aussi. Parce que les jouets, on ne se rend pas compte, mais les jouets, c'est une consommation, une pollution plastique, mais de façon hallucinante, quoi. Tous les jouets, quand tu regardes, ils sont plastiques. C'est du plastique de base. Tu n'as pas métal, tu n'as pas verre, c'est dangereux. Tu n'as pas carton parce que c'est pas solide. Donc, c'est du plastique, c'est énorme. Donc, on est effectivement dans les process de traitement avec tous les éco-organismes existants. Mais quand tu regardes les éco-organismes, c'est quoi? Ce sont la plupart des producteurs qui composent l'éco-organisme. L'éco-organisme, en fait, c'est un peu, je dirais pas une supercherie, mais quelque part, on va pas quand même faire le truc. C'est, je produis, j'ai de la matière, je mets en vente, j'ai l'obsolescence programmée. Ensuite, je m'assure de récupérer cette matière-là pour reproduire un élément pour le revendre. En fin de compte, c'est un circuit, comment dirais-je, très bien pensé. Et en plus, toi, personnellement, c'est toi qui payes. Payer une écotaxe pour permettre que le producteur, l'usine qui a besoin de récupérer sa matière, verre, fer, or, platine, tout ça, puisse retourner dans son usine pour te refaire un produit, pour te le remettre sur le marché. Tu vois? Donc, je sais qu'il y a eu comment dirais-je, l'Europe, là, dernièrement, a voté une loi pour éviter que, justement, pour faire sauter l'histoire d'obsolescence programmée, que les choses puissent à partir de maintenant durer parce qu'ils se rendent compte que la matière commence à s'amenuiser. Tu vois, c'est de plus en plus compliqué de récupérer. Et avoir des indices de réparabilité. Exactement, augmenter justement ce qu'on fait nous au niveau des ressources de recyclerie. Alors, tu as une loi qui demande qu'au niveau du stock de déchets, qu'il y ait une réserve de 20% de matière réservée justement aux chantiers d'insertion et aux recycleries, ressourceries. C'est une loi qui existe depuis longtemps, mais malheureusement qui n'est pas mis... voilà. Ici, en Guadeloupe, on fait face à comment on appelle ça, au vol, c'est-à-dire à la destruction des matières qu'on pourrait nous réutiliser. C'est-à-dire que déchetterie, même avant, en déchetterie, mais aussi comment est organisée la collecte. Les gens, ils ont un jour, ils déposent leur machine à laver au bord de route, elle est vandalisée. Quand nous, on la récupère, on ne peut rien en faire. Il y avait même au niveau de la collecte, c'était avec des espèces de pinces. Quand ils récupéraient le truc, déjà, il était détruit. Donc, on s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc, c'était à une époque. Maintenant, ça a beaucoup, beaucoup évolué. C'est un peu mieux. Il y a encore à faire. Dans les déchetteries, normalement, tout ce qui est électronique devrait être mis à l'abri du vandalisme et de des intempéries. Sinon, on peut absolument rien faire avec. Il y a beaucoup d'intrusions dans les déchetteries, de gens qui viennent... Ah oui, ça. Ah oui. Alors, c'est-à-dire que tu es dans un système où on veut faire les choses, mais en même temps, on laisse certaines portes ouvertes. Il y a une structure en Guadeloupe qui fait du traitement de déchets, qui va racheter des éléments non ferreux.
c'est-à-dire du cuivre, du plomb, tout ça. Il y a des gens qui viennent et qui vendent ça, mais ils vont prendre ça où? Ah ben, si c'est acheté, ah ben, les mecs vont récupérer là où ils peuvent. Donc, des fois, on chope des gars à Casa Rossi qui rentrent pour couper tous les fils pour brancher dans les prises, parce que dedans, tu as du cuivre. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font brûler ça chez eux. Pour brûler le plastique, qui récupère le cuivre. Exactement. Et t'imagines la toxicité du truc? La pollution que ça fait des humaine et environnementale. Voilà. On le voit aussi sur tous les chantiers, tu sais, de déconstruction. Hein. Souvent, tu arrives, il n'y a déjà plus de câbles, il n'y a plus rien. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est qu'il y a des structures en Guadeloupe qui devraient justement, au niveau de l'État, être un peu tapées sur les doigts. Pas racheter à n'importe qui. Ne pas racheter du tout. Et pas à n'importe qui. Ouais. À des personnes qui sont agrémentées pour ça, Ouais. pour que nous, au niveau de la filière, on puisse la rentabiliser. Parce que nous, la filière, elle est importante pour nous, parce que derrière, c'est une ressource. Si la ressource est abîmée, Ouais. derrière, je ne fais pas d'insertion. Et on ne fait pas de rentabilité pour mettre en équilibre l'association. Non, c'est On parle d'association, on parle d'insertion, mais c'est une entreprise. Ça fonctionne exactement comme une entreprise. La seule chose, c'est que nous, on reçoit des aides au niveau des salaires, mais derrière, c'est pour nous permettre que ça ne nous coûte pas trop cher pour faire de l'accompagnement social. Chantier d'insertion, tu es obligé d'avoir un conseiller d'insertion professionnelle. Tu es obligé d'avoir un psychologue. Tu es obligé d'avoir un encadrant technique d'insertion spécialisé, c'est-à-dire qui connaît son métier en électroménager, mais qui a été formé en encadrement spécifique pour le public en difficulté, justice, handicap, personnes portant des handicaps. Et ensuite, l'insertion, c'est-à-dire se démerder à ce que cette personne-là puisse trouver une voie pour pouvoir vivre dans sa vie plus tard. Tu vois, c'est hyper compliqué. C'est très, très long. mal que ça soit aidé, quoi. C'est ça, exactement. Et je me posais une question par rapport à tout ce que vous retapez comme matos, etc. Est-ce que ça serait pertinent de faire des locations? Oui, alors nous, on le fait, mais côté cinéma-théâtre. C'est-à-dire que on ne va pas louer un vulgaire mixeur ou une machine à laver ou une télé. Par contre, tout ce qu'on a collecté chez les donataires, Ouais. une vieille télé, une vieille machine à taper, les anciens pots marqués Paris, les pots à chambre qui n'existent plus, ou les trucs Les on se lavait, antiquités, les antiquités, ça on ne les vend pas, on les a mis de côté et ça permet au théâtre, un meurtre au paradis, ils se fournissent tout le temps en vintage chez nous, mais c'est de la location, on ne les vend pas. Les vêtements, théâtre et tout, ce qui est génial, les gens ne le savent peut-être pas, mais au niveau de Casa Rossi, qui est au niveau textile, mais tu as besoin d'avoir un style vestimentaire qui datait des années 80, tu trouves ça là. Direct. Tu ne veux pas rester dans la mode actuelle, tu peux trouver un vintage, tu seras habillé comme personne parce que tu auras trouvé cette tenue, mais ça ne se vend plus du tout, ça ne se voit plus. Ouais. Alors, la consommation textile, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la mode, ça d'une année à une autre, on passe à autre chose. Ça veut dire que ce que tu as au placard est foutu, comme les téléphones portables. C'est vrai. Ils te sortent toujours le 14, le 15, le 16, le 17, le 18. Des fois, dans une année, tu as le nouveau iPhone. Tu en as 2 par an. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends l'autre, ou tu jettes l'autre, ou tu t'en débarrasses. Tu veux toujours avoir le nouveau. Voilà, cet espace de consommation galopante, on a un problème. Et c'est vrai que sur les vêtements, il y a un côté très propre aussi. Je pense pas juste la Guadeloupe, mais les îles, mais d'avoir des vêtements neufs, mode, c'est... Tu vois, tu vas moi, je venais de Montréal, mais à Paris, c'est pareil. C'est justement mode. Ils sont très bons, le Canada. Là. Ouais, de s'habiller sur des crêperies et dans des anciens styles, quoi. Ouais. Et ouais, ok. Et alors, tu m'avais parlé, donc ça, c'est les deux gros, c'est 2 assos finalement, Casa Rossi et Casa Broc, qui fonctionnent ensemble. C'est ça. Casa Rossi, On est quelque part un petit peu en interdépendance parce que Casa Broc, en fait, comment ça s'est passé dans l'histoire? Quand j'ai rencontré, moi, en 2009, avant l'histoire du LKP, il y a un observateur envoyé par l'État pour dire, bon, écoutez, la Guadeloupe, on vous tape un peu sur les doigts parce qu'en fait, dans les 15 ou 17 ou une vingtaine de décharges en plein air interdites, il y en avait 14 en Guadeloupe, en France. Ah ouais, ok. Donc, ils ont dit, bon, on va stopper, d'accord? Ouais. Maintenant, organisez-vous. Et quand il y avait eu ce gars, il y avait une réunion invitée par l'ADEME ou l'ADEAL. L'ADEAL n'existait pas encore, l'ADEME. J'ai voulu le rencontrer et il m'a conseillé de séparer les flux entre électroménager, c'est-à-dire tout ce qui était
détoiseux, donc c'est des objets électroniques, électriques, machin. Il dit séparez ce flux-là du reste parce qu'au niveau de l'État, ça vous demandera des autorisations de traitement assez rigoureux, assez compliqués du reste, c'est-à-dire tout ce qui était bois, textile et toutes ces choses-là. Donc on a fait 2 assauts. Ça nous a permis aussi, les 2 assauts, de séparer la part en deux sur le nombre de personnes dans l'association, de ne pas dépasser le fameux 11 employés dans une boîte pour avoir des aides financières ou des déductions sur les... Quand tu es dans le social associatif, il faut que tu trouves toutes sortes de combines pour que tu puisses que ça te coûte le moins cher possible pour réussir à pérenniser le projet. C'est pour ça qu'il y a les 2 structures. Okay. Voilà. Casa Broc collecte et revend. Ouais. Casa Recycle, c'est plutôt la partie production, atelier, insertion, formation. Ouais. Et Casa Broc, c'est effectivement la revente, mais aussi toute la partie sociale, d'accompagnement social. Même si dans Casa Recycle, il y a ça aussi. Ouais. Mais Casa Broc est plutôt la plus connue de tous. Et Casa Recycle était moins connue puisqu'on faisait plus la petite technique. Oui, c'est ça. Et maintenant, elle a un autre niveau, Casa Recycle. Là, c'est un truc hallucinant. Alors justement, c'est ça, parce qu'il y a plein d'autres projets en même temps. On parlera après de Jeunes Pousses, là, dont tu m'as parlé. Ouais. Et moi, j'avais entendu parler de vous récemment avec les éco-récifs. Tout à fait. Ça, c'est Casa Recycle qui... Oui, tout à fait. C'est ça? Ouais. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, comment te dire ça? En démontant un atelier de détoiseur, j'ai accumulé un paquet de morceaux de béton. En fait, c'est les masses d'équilibre qu'il y a dans les machines à laver. Ouais. Quand tu es sors, le vêtement n'est pas dans le sens centrifuge, se cale au même endroit. Tu vas avoir 10 kilos par là, 5 kilos. Ouais. Donc, ça fait une espèce de force de rachement. Et la machine, elle se barrait, quoi. Impossible de tourner à des vitesses 1200 tours par minute. Donc, ils ont mis des masses plus lourdes de ce qu'il y a dedans pour éviter que le tambour qui est monté sur un système de ressort reste centré et que ça puisse tourner tranquillement. Donc, elle bouge très peu. Mais tu vires ça, le premier tour, la machine, elle fait 4 mètres, quoi. Elle décolle. Et donc, j'ai utilisé ces masses-là. Comme il y avait des trous dedans, je dis, mais tu sais, ça aurait bien fait un récif, un éco-récif, un éco-corps de récif. Et donc, j'ai été à l'aquarium avec les scientifiques, Marianne Aymar et Philippe Godoc. Ouais. J'ai dit, tiens, j'ai une idée folle, machin. Ils m'ont dit, mais attends, mais ça, ils l'ont mis dans un bac au niveau de l'aquarium de test. Et pendant 6 mois, avec des larves de poissons et des polypes, et il n'y a pas eu de décès. Ils m'ont dit, mais ton truc là est inerte, tu peux faire des coraux avec. Donc après, j'ai eu une demande de l'ancien directeur de la marina qui avait ses aqualodges à Saint-François. Et il voulait avoir une espèce de démarche écologique. Et il a entendu parler de mes éco-mouillages et il en a acheté 4. Et c'est là que le projet, en 2015, a commencé. Et après, il y a eu des études comment dirais-je, scientifiques dessus. Ensuite, quelqu'un a dit, mais attends, mais il y a la fondation de François Hollande, ça serait bien que tu y répondes parce que ton projet est vraiment novateur. Et donc, du coup, avec ce projet-là, j'ai présenté mon projet parce qu'il y avait un aspect transversal. Et ouais. Vraiment transversal. C'est-à-dire que c'était un chantier d'insertion qui construisait, des grandes insertions qui construisaient le projet, les éco-mouillages. On utilisait de la récupération de déchets qu'on utilisait à notre but, qui était du gaspillage, puisque le béton démantelé à AER, c'était des tonnes et des tonnes de béton, et ils ne savaient pas quoi en faire, c'était des sous-couches de route ou des trucs comme ça, et des remparts, machin. J'ai récupéré cette matière-là, et c'est là que je te parlais tout à l'heure, avec un problème, on règle un problème. Exact. Tu vois, il y a du gaspillage. Donc, j'ai pris ces morceaux de béton, j'ai mis sur un socle de cormant, donc tu as le socle de béton qui fait 2 mètres sur 2 avec 37 cm d'épaisseur. Et même le béton que j'utilisais à Société Guadeloupéenne de béton, SGB, ils utilisaient une partie de la matière des bâtiments détruits à la rénovation urbaine pointoise à réinjecter dans le béton quand ils concassaient pour éviter d'aller puiser dans du gravier, dans les Donc le béton lui-même était écologique. Plus les trucs dessus qui étaient du déchet, on faisait l'éco-mouillage. Et ensuite, c'était la problématique des chaînes et des bateaux à Gosier, par exemple. Tu as 80 unités, 30 mètres, 40, 90 mètres de chaîne qui, au fond, le bateau, il suit le sens du vent. Donc, il faisait... Ah ouais, il raclait. C'est-à-dire il peut tourner tout autour de sa chaîne. Et la chaîne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit tout ce qui les herbiers, les coraux, tout. Et tu en as 80 qui tournent là, sans arrêt. Là. Donc, ça détruit tout.
Je me dis, on arrête tout ça. On met un socle. Sur le socle, on met du béton, mais qui fait une forme de corps de récif. Comment fonctionne une barrière corallienne? Tu as, depuis des millions d'années, les polypes ont construit des coraux qui ensuite ont fait une espèce de cathédrale. Sous les coraux qu'on voit à la barrière, il y a tout un système de, comment te dire ça, de sas, de labyrinthe. Et c'est là-dedans que sont protégés les poissons. Le polype, enfin le poisson, il va frayer au large. Ensuite, ces post-larves sont le plancton. Le plancton, 90% sont mangés par les baleines. Voilà, c'est le système alimentaire. Les 10%, c'est encore des milliards, des millions. Ils viennent sur les côtes et la maison, c'est la barrière corallienne. Et à l'intérieur de la barrière corallienne, le lagon, c'est les herbiers, c'est la zone de nourriture et de protection. Donc la maison, c'est le corail, la barrière corallienne. Et les herbiers, c'est Carrefour. C'est là où ils viennent manger, parce qu'en mangeant, ils peuvent se faire bouffer. Donc, les herbiers sont des protections aussi, parce qu'ils vont manger les petits crabes, les trucs qui se trouvent dans l'herbier, et en même temps, ils ne sont pas vus par les prédateurs. Et ensuite, ils quittent l'herbier la nuit, ils rentrent dans la barrière corallienne pour ne pas encore se faire bouffer par c'est le poisson de demain. C'est ça le truc. Là, ce qui se passe, la barrière s'est effondrée, les herbiers ont été écrasés. Donc, quand les milliards arrivent, ils ne trouvent pas de... Ça, c'est le premier truc. Station d'épuration pas probante, d'accord, aux normes. Tout est relâché. C'est-à-dire que pour les stations d'épuration qu'en Guadeloupe, elles ne marchent pour le peu qui reste, qui existe, qu'à 29 à 28% de leur capacité de fonctionnement. Donc, ça veut dire que tout le reste repart à la nature. Et il n'y en a que 30% qui fonctionnent sur ce qui devrait fonctionner. Donc, ce qui fait, c'est phosphate, nitrate dans l'eau, impur. Quand le corail et le polype, il est cassé, il se répare avec l'eau. C'est l'eau son réparateur, son médicament. Mais si l'eau est polluée, il ne peut pas il meurt. Tu as l'autre problématique, le réchauffement climatique, qu'il faut que dès que la température dépasse plus de 3 semaines à plus de 2-3 degrés, il ne meurt pas. En fait, il sort de son support, le polype, c'est un vivant. Parce qu'en fait, les coraux, en fait, c'est la coquille du polype qui vit à l'intérieur. Donc, du coup, quand il devient blanc, c'est le polype qui chasse, il sort de son support, et le côté marron, c'est le polype qui est son vivant. Et donc, quand il sort, il devient blanc. Et quand on voit qu'un corail est devenu blanc, c'est que là, il n'y a plus de vie à l'intérieur, il est mort. Tu vois? Donc, c'est pour ça. Et quand moi, j'observe la nature, la terre, c'est les abeilles, mais l'abeille aquatique, c'est le polype. Et quand on voit que la forêt sous-marine aquatique est en train de mourir, on a un gros souci qui va arriver. Tu vois, érosion, c'est du fait qu'il n'y a plus de barrière corallienne. L'impureté de l'eau, où il y a eu des attaques de requins. Dernièrement, il y a une à je sais pas, la Réunion, je sais pas quoi. Le requin bulldog. Tout ce qui est eau trouble, c'est là où il est le plus dangereux. Quand on voit sur les Saintes, ils ont mis des mouillages depuis très très longtemps. Avant qu'il y en ait, ils étaient deuxième plus belle baie du monde. Ils ont été régressés à la 7e. Là maintenant, quand depuis des années, ils ont remis les mouillages, les cormorans, il y a eu l'eau qui est revenue limpide parce qu'il n'y a plus l'agression au niveau des... Parce qu'en fait, les herbiers, c'est aussi une stabilité du sol. Ça recouvre le sol et quand l'eau bouge, il ne va pas chercher la vase ou le sable et rendre l'eau trouble. Tout reste en équilibre. Et c'est pour ça que la baie est devenue maintenant 3e plus belle baie du monde parce que justement, elle a été protégée. Et j'ai eu des études parce qu'on est aussi accompagné par des scientifiques et j'ai demandé que l'université de biologie marine nous accompagne depuis des années là-dessus. Là, ils ont fait une dernière étude faite par une jeune qui a fait son mémoire sur mes 3 éco-mouillages, celui de Saint-François. La marina, j'en ai 2 en plein milieu toxique, pollué, et au Saintes, à 14 mètres de profondeur au Saintes. On a eu les résultats sur les différentes variétés de poissons, coraux, présence de coraux, machin. C'est un truc de malade. Et sa conclusion, l'éco-récif de mouillage artificiel ne se rapproche pas complètement du vrai, mais a toute raison d'être, parce qu'en fait, vaut mieux quelque chose que rien du tout. Et pour elle, c'est vraiment efficace.
la scientifique. Et en fait, tu as réussi à faire, à rejoindre finalement le milieu dans lequel tu évoluais avant parce que tu En windsurf. en windsurf. Régénération Caraïbe, le podcast.